les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Eric Side, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE et qu'on sort, mais surtout la WWE parce qu'il y a beaucoup de boulot en ce moment. On sort tout juste de SummerSlam. Vous pouvez retrouver notre review de Monday Night Raw, c'est en ligne. Mon premier Monday Night Raw, on va dire, de l'ère de Triple H, depuis le départ forcé de Vince McMahon, notre maître à tous. On attaque maintenant avec le premier SmackDown de l'ère Triple H. Pour m'accompagner, Papy est là. Comment ça va, Papy? Enfant, ça va bien, Rickside, et toi, ça va? Ça va, la pêche, la forme. C'est parti, on n'est pas seulement deux, on est aussi trois. Il y a Géliel qui est là. Comment que ça va, Géliel? Bonjour, mon grand. Hello Rickside, hello papy, ça va bien, ça va bien. En plus avec ce temps, on est aussi huileux que nos stars préférées, donc tout va bien. J'ai jamais été autant dans l'immersion, là, je le sens. C'est ça, entièrement en slip et huilé dans le studio, huilé à la sueur de notre front, dégouline crassement. Mais on n'est pas là pour parler de ça parce que c'est un peu dégueulasse. On va plutôt parler de SmackDown. Le nouveau SmackDown est arrivé, gros carton d'audience. On était à Greenville, Wellness Arena, South Carolina. Bon secours Wellness Arena, tiens, même. Il parle un peu français dans le coin là-bas. Et on démarre avec évidemment un vidéo package sur SummerSlam. On nous rappelle les belles choses qui se sont passées. Alors que arrivent au building Roman Reigns et les Usos à l'extérieur du ring. Les stars sont là. Mais c'est bien Pat McAfee qui démarre les hostilités. Pat McAfee qui est au commentaire avec Michael Cole et qui nous rappelle qu'il a mis un bon coup de pied dans les roustons à Happy Corbin à SummerSlam pour terminer le match, avant de gagner la victoire. Il nous explique un petit peu tout le déroulé de cette magnifique action où il profite que l'arbitre a le dos tourné pour mettre un bon low blow dans les valseuses de Corbin. Corbin, il est dans les backstage, il est en train de regarder le show. Et il y a une bande de catcheurs qui se foutent de sa gueule, tout ce que le vestiaire compte de low card, et en particulier Ricochet, qui se fout bien de sa gueule. Alors ça plaît pas à Corbin, qui lui lance un défi, il lui dit tu veux qu'on aille s'expliquer dehors, ou plutôt dans le ring, précisément. Et donc sous les chants à la gloire de Pat McAfee, Ricochet accepte le challenge et on a un match entre Ricochet et le joyeux Corbin. Plutôt un beau match parce que Ricochet il a le droit de dérouler dans tous les sens et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est Ricochet qui gagne le match, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Parce que Corbin il doit être un petit peu déconcentré déconcentré par Pat McAfee. Et du coup, victoire de Ricochet qui aura pu dérouler un petit peu et gagner carrément le match face au pauvre Corbin. Il y a après Ricochet qui envoie un ballon à Pat McAfee qui met une signature dessus puis qui l'envoie dans le public comme la méga star qu'il est. Vous êtes tous fans de Pat McAfee donc et de Ricochet, donc je suppose que vous avez adoré ce segment d'entrée. Mon bon papy, dis-nous comment t'as vécu ce premier segment de l'ère Triple H de SmackDown. Alors, dire que je suis un fan de Ricochet, c'est un peu compliqué, ça. Néanmoins, le match était plaisant, comme tu l'as dit. Ils ont bien déroulé les deux. En plus, la dynamique, le petit face versus le gros méchant heel qui se fait avoir connement, c'est du pain béni pour le catch. Auparavant, on avait eu un segment micro de Pat McAfee qui nous a fait en fait l'analyse du coup de pied dans les boules de Corbin, un peu en mode analyste de sport américain, là, tu sais, avec le feutre là qui écrit sur l'écran en live. Donc ils arrêtent l'image, tac, il fait les dessins, il fait les trucs et tout. Bon, c'est typiquement culture américaine, ça. Donc moi, je trouve ça plutôt sympa. Ouais, c'était assez bien fait. En plus, c'était pas trop long, même si on a revu 40 fois le geste dans les burnes de Corbin, mais bon, c'est très bien que les balls, c'est un peu le sujet de prédilection du catch en ce moment à la WWE. Et voilà, et Corbin est ultra ridicule. En plus, Corbin, il a vraiment la tronche du mec qu'on aime se voir se faire humilier. Il est toujours parfait dans ce rôle-là, là, avec ses yeux de chat battu.
Et puis, mine de rien, il est toujours fort dans le ring. C'est toujours ça qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il est toujours présenté fort dans le ring. Et là, il perd vraiment son déconcentration. Il domine encore une grosse partie du match. Puis, il est filouté. Puis, Ricochet repart avec la victoire. C'est gagnant, gagnant, gagnant. J'ai envie de dire cette affaire-là. Ils ont du temps d'antenne. Corbin est toujours fort. Il se fait avoir, mais bon, il est toujours un élément central de SmackDown. Et Ricochet redémarre un peu avec une victoire après qu'il soit fait enterrer par Gunther. Donc, bon segment d'intro dynamique et tout le monde en sort plutôt gagnant, je trouve. Ouais, gagnant, gagnant, gagnant. Géliel, est-ce que tu te rejoins à cette analyse ou est-ce que tu as des réserves? Non, je rejoins l'analyse. L'intro était vraiment sympa. Reminder SummerSlam, on va pas mal en voir aussi. Alors je prends le rôle s'il faut, hein, je me dévoue, je prends le rôle de l'amateur de Ricochet. Non, j'avoue, j'aime bien. Corbin, effectivement, délivre. Alors, on sent quand même qu'il y a une espèce de plafond de verre, mais n'empêche qu'il a quand même aussi un certain talent avéré pour pas faire de match complètement foireux. Hein. Ça, c'est quand même, ça reste une valeur sûre, et ça, c'est à noter. Ouais, McAfee avec le ballon derrière, dans les tribunes. Bonne petite intro, très entertainment, très effectivement à l'américaine. J'ai bien aimé, et puis surtout Ricochet gagne, donc j'ai encore plus bien aimé. Voilà. Ouais, difficile d'avoir des réserves effectivement sur cette entrée de show où tout fonctionne plutôt admirablement. Ensuite, on a un petit récap de la victoire de Liv Morgan sur Ronda Rousey. On apprend que, du moins, on nous mentionne que Ronda Rousey est suspendue puisque après le match, elle a frappé l'arbitre. L'arbitre qui avait donné la victoire à Liv Morgan, qui a réussi à faire un tombé sur Ronda Rousey qui était en train de lui porter une prise de soumission. Le compte de 3 a été fait parce que les épaules de Ronda Rousey étaient au sol, mais avant le décompte de 3, Liv Morgan avait tapé. Elle avait abandonné, mais l'arbitre n'a rien vu. Donc c'est la victoire qui a été donnée à Liv Morgan, qui est restée championne, qui conserve face à l'immense Ronda Rousey. Ça plaît pas à Ronda Rousey quand même, qui ne comprend pas et a bien molesté l'arbitre. Et donc on apprend que Ronda est suspendue, qui laisse la voie libre pour Liv Morgan. Et ce soir, on aura un gauntlet match pour déterminer la nouvelle challengeuse number one. Mais dans les vestiaires, plus important, Sami Zayn essaye de rencontrer Roman Reigns. On sait qu'il est le Bloodline honoraire, Sami Zayn, mais il se fait un peu recaler par les deux Usos qui tiennent la porte. Alors il y a Jay qui le regarde comme s'il allait lui ouvrir les tripes. Le buté, ouais. Mais de l'autre côté, il y a Jimmy qui temporise, qui dit à Sami, écoute, là c'est pas le moment, je te textote dès que c'est possible. Par contre, va essayer de t'occuper de ce que fait habituellement Paul Heyman, parce que Paul Heyman n'est pas là, il a été blessé à SummerSlam, il s'est pris un F5 quand même de Brock Lesnar. Donc il lui dit, tu sais, d'habitude Paul Heyman il va s'occuper dans les backstage, là, au niveau du camion de régie, que tout soit tip top pour quand Roman débarque au ring. Donc ça serait bien que tu ailles t'occuper de ça et tout. Et donc Sami Zayn il accepte. Et un peu à contre-cœur, parce que lui il voulait parler avec Roman Reigns, mais pour l'instant il est renvoyé à une petite mission pour le beau Roman. On en reparlera un petit peu plus tard de tout ça. En attendant, c'est Shinsuke Nakamura qui fait son entrée. On a un petit flashback sur Stone Cold Steve Austin qui avait détruit le buste de la famille McMahon. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est le match qui oppose Nakamura à Ludwig Kaiser. 8 minutes 44, tiens, figurez-vous. Ludwig Kaiser, toujours accompagné du champion intercontinental Gunther. Donc c'est Kaiser qui est un peu la porte à franchir pour que Nakamura réussisse à décrocher un match pour le titre. Et ça se bat très bien entre Nakamura et Kaiser. Mais évidemment, c'est Nakamura qui va gagner le match. Il va placer le Kaiser dans un armbar. Il va réussir à s'en sortir, Kaiser, mais il va se prendre le Kinshasa dans la gueule. Et donc après, on a un face-à-face entre Nakamura et Gunther. Donc voilà, Nakamura vient de se gagner un match pour le titre intercontinental aux dépens du pauvre Ludwig Kaiser qui va sûrement encore se faire molester cette semaine.
Alors rien de transcendant, c'est un peu la suite des opérations. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon bon Géliel, de tout ça? C'était un match de bonne tenue. Mm. Dès que Shinsuke Nakamura se sort un peu les doigts, Ouais. et qu'il y a un peu de dynamisme, il n'y a pas à tortiller, ça reste quand même qu'elle est une valeur sûre et il fait des choses intéressantes. Ludwig Kaiser en rôle de tampon entre Gunther et Nakamura, je trouve qu'il a bien fait il a bien joué le jeu, le match était équilibré. Alors évidemment, Nakamura gagne à la fin et c'était le sens de l'histoire et personne n'est vraiment surpris. Non, j'ai bien aimé jusqu'au Kinshasa final dans la tronche de Ludwig Kaiser, comme tu dis. Mm. Euh, Plus le face à face qui nous annonce une feud intéressante, d'autant que je suis vraiment partagé quoi. Est-ce qu'on va continuer le push de Gunther? Est-ce que Shinsuke Nakamura qui se remet un petit peu au catch va mériter un peu plus? Je sais pas. Du coup, c'est assez ouvert et finalement ça me plaît assez bien. En plus, c'est des styles vraiment complètement différents avec l'espèce de tank autricho-austro-allemand, enfin comme on veut, et puis Nakamura. Donc voilà, on y est. On est à ce match, on est à ce match de championnat. Donc j'ai hâte de voir ça, ça me plaît pour le moment. Ouais. Alors j'espère juste qu'ils vont garder le match pour Clash of the Castle et qu'on aura un gros match Nakamura-Gunther. Perdu. Ah bon, c'est la semaine prochaine? Oui, c'est la semaine prochaine. Ah, Ah, il c'est y déjà aura bien. annoncé? Ah, C'est déjà Oh. annoncé, c'est déjà Bon. annoncé. Après, maintenant, ils nous balancent des gros matchs en weekly. Voilà, le tout, c'est s'il laisse catcher Nakamura face à Gunther. Pour moi, ça peut être un très très gros match. après, juste, on s'est quand même souvent plaint que les titres intermédiaires, soit ils n'étaient pas suffisamment joués en pay-per-view, soit, voilà, on les voyait jamais. Que ça puisse être quelque chose qui devienne peut-être un peu plus fréquent en weekly, qui redonne un peu de peps du coup à ces weekly. Ouais. Finalement, je trouve pas ça si mal, quoi. Ouais, non, bah clairement. Hein. C'est ta vie, mon bon papy? Euh, T'étais la- parti. Ouais, j'étais perdu dans mes pensées. Du coup, la cible, la cible que le titre intercontinental soit défendu, Gunther Nakamura, pourquoi pas, même si je pense, on va dire que Nakamura c'est un premier adversaire, mais je pense pas que ce soit un adversaire suffisant pour créer une legacy de Gunther sur ce titre intercontinental. Ce sera mieux d'avoir un adversaire soit plus résistant, soit plus représentatif peut-être de l'idéal américain versus l'envahisseur, Mm. le gentil envahisseur allemand, autrichien. Enfin bref, on a bien compris on a bien compris l'esprit. Euh, sur ce match-là, j'ai pas trop. Il était nécessaire parce qu'en fait, Nakamura restait sur une défaite contre Kaiser. Ouais. Mais enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris en fait l'intérêt finalement de le faire perdre une semaine contre Kaiser puis gagner la suivante, Oui. hormis rallonger un peu la sauce. Mm. Je sais pas, ouais, voilà, c'est bien qu'il affronte Gunther assez rapidement derrière parce que je trouvais que pour l'instant en fait il n'avait pas grand chose à raconter en fait, hormis que Gunther martyrisait son aide de camp. Mm. Mais donc c'est pas plus mal qu'ils enchaînent vite sur le titre le titre intercontinental en jeu. Ouais. Ça avance vite. Ouais, on dirait qu'ils ont décidé de refaire l'histoire une deuxième fois parce qu'ils n'étaient pas contents de la première manière dont ils l'avaient faite. Euh, je pense que c'est quand même deux gros projets de Triple H, mine de rien, Gunther et Nakamura. Donc il y a peut-être possibilité qu'ils nous construisent quelque chose d'un peu plus conséquent que ce qu'on a eu cette dernière semaine où c'était quand même bon, même si on était content d'avoir un push de Gunther et de le voir champion, c'était qu'on était quand même en bas de carte. Alors on est encore en bas de carte, mais s'ils occupent de plus en plus Ah, ça remonte d'antennes, un petit peu là avec Nakamura quand voilà, même. c'est ça. Si on leur donne plus de temps, si pourquoi pas même jouer à la patate chaude avec la ceinture, histoire de faire monter la rivalité, on va bien voir ce que ça donnera. L'important c'est de laisser catcher Nakamura un petit peu et de laisser catcher Gunther parce que leur grand intérêt aux deux c'est leur catch, hein, donc il faut les laisser s'exprimer dans le ring et on aura peut-être quelque chose d'assez sympa à suivre dans les weekly. Donc on va croiser les doigts pour la semaine prochaine. Normalement, les deux s'inscrivent dans le délire de Triple H, hein, de toute façon, Nakamura et Gunther. Nakamura, c'était quand même un ancien champion NXT.
Gunther, c'était le fer de lance de NXT UK. Tout ça, c'est des projets de Hunter. Hein, donc, il n'y a pas de raison qu'il les enterre dans les semaines qui viennent. Donc, je pense qu'on pourra compter sur une belle prestation des deux. On reste dans les projets de Triple H puisque les Viking Raiders sont toujours là et on nous rappelle qu'ils ont botté le cul du New Day depuis plusieurs semaines au point même d'envoyer Xavier Woods à l'hôpital. On aura une revanche ce soir entre les deux. Megan Moran interview d'ailleurs Kofi Kingston. Il est seul ce soir. Mais bon, il a plus trop l'habitude. Mais bon, ce soir, il va prouver qu'il est quand même le plus costaud et il va avoir sa revanche pour Xavier Woods. Et donc plus tard on aura un match de Kofi contre Eric, mais c'est pas pour tout de suite puisque là on revient sur Sami Zayn qui toque à nouveau à la porte de la Bloodline. Il dit qu'il a pas reçu de texto de personne. Il veut absolument parler à Roman, donc là il y a les Usos qui sortent. On essaie de le calmer. Et puis on le renvoie encore à ses petits truchements. Il y va. Voilà. C'est comme ça pour le fil rouge de l'émission, un petit peu avec Sami Zayn. On y reviendra un peu plus tard. Kayla Braxton interview Liv Morgan. On nous rappelle un petit peu la victoire controversée face à Ronda Rousey. Elle a le bras en écharpe aussi, Liv Morgan. Et elle explique que elle a tapé parce qu'elle pensait que le compte de 3 était fait déjà. Les gens l'a eu, c'est normal. Et là-dessus, il y a Sonya Deville qui débarque et qui dit tu mérites pas d'être championne, c'est moi qui mérite d'être championne. Et d'ailleurs, je vais gagner le gauntlet match ce soir. Car comme je vous l'ai dit, ce soir, il y a un gauntlet match. C'est la fête. Il y a Alia qui débarque pour affronter Sonya Deville. C'est le match qui débarre le gauntlet. En 2 minutes 20, elle se fait rétamer par Sonya Deville. Ensuite, 2 minutes 20 2 minutes 20. ça m'a semblé 20 secondes. Hein. Ouais, c'était un peu plus long que ça. C'est peut-être même le plus long match du gauntlet, puisque ensuite c'est Raquel Rodriguez qui arrive et qui va exploser Sonya Deville en 2 minutes 04 avec sa Texas Powerbomb là. Ensuite, Raquel Rodriguez est face à Chozzi. Elle va mettre 1 minute 20 à s'en débarrasser. Avec une Powerbomb aussi. Et ensuite... Il n'y a pas eu que du beau là, en plus. Ah non, c'était pas le top du top. C'est ensuite Xi Ali qui débarque 2 minutes 27 pour se faire démonter, toujours par Raquel qui est en grande forme, encore une powerbomb pour se débarrasser de Xi Ali. Ensuite c'est Natalia qui s'y colle, 2 minutes 22 de tentative de sharpshooter et compagnie, mais elle se fait quand même rétamer avec une powerbomb. Donc Raquel Rodriguez, il ne lui reste plus qu'une adversaire à vaincre pour payer un title shot. C'est Shayna Baszler qui arrive et qui met 3 minutes 04 à battre Raquel Rodriguez. Je crois qu'elle l'endort avec sa prise de finition plutôt. Non, j'ai pas un tombé. Attends, je sais plus. Ah non, c'est un roll-up. Ouais, enfin oui. Mais il y a une longue prise effectivement. C'est quoi, Califuda Clutch, c'est ça. Hein. Voilà, le Califuda Clutch pendant un bon moment. Rodriguez arrive à s'en défaire, mais Shayna Baszler réussit à la rechoper en roll-up. Et comme elle est diminuée, Raquel Rodriguez, qu'elle a quand même. Elle a mal aux jambes. Ça fait près de 5 minutes qu'elle est dans le ring. C'est Shayna Baszler qui gagne, et c'est donc Shayna Baszler qui ira affronter Liv Morgan à Clash at the Castle. Il y aura un petit face-à-face entre Baszler et Morgan, la championne. Voilà un grand moment de catch, Papy. Ah oui. Un grand moment de catch, un grand moment où on s'est souvenu qu'à une époque il y avait une division féminine et que maintenant il y a ça. Voilà. Alors on va commencer dans l'ordre. D'abord pour moi ce qui est le pire en fait finalement de cette séquence,
c'est le passage micro de Liv Morgan qui est Ouais. cataclysmique. Déjà, elle entre. Alors là, et c'est pas que de sa faute. Hein. Je vais tout de suite, Juliette, ne me saute pas dessus. Je vais un petit peu la défendre, la pauvre non. Liv. Alors, elle arrive déjà. Bon, elle reste sur une victoire moisie à SummerSlam où clairement on a compris qu'elle était moins forte et qu'elle gagnait par chance. Donc ça, c'est un peu le contexte. Là-dessus, elle arrive en disant que ouais, mais non, mais en fait, c'est pas ma faute. Hein. Je croyais qu'il y avait eu qu'il y avait eu 3, donc c'est pour ça que j'ai tapé. Alors là, l'excuse la plus bidon du monde. Donc forcément, le public lui tombe dessus et plus elle argumente, plus elle s'enfonce en fait dans son truc. Donc elle est vraiment pas du tout aidée et par le contexte de SummerSlam et par le discours qu'on lui a donné. Et là-dessus en plus, alors le public l'entendait pas, mais nous on l'a entendu. T'avais Michael Cole et Pat McAfee qui ont commencé à faire des commentaires de type bon le public un peu dur avec Liv parce que franchement elle est méritante. Hein. Alors, on entend comme des gens qui l'encouragent Liv. Voilà, ça c'est les vrais fans. Là. Enfin bref, un truc affreux Ouais. et je ne sais pas s'ils ont. Enfin, je me rends pas compte à quel point c'est. Est-ce que ils veulent vraiment nous énerver en faisant un mode de beau Dallas avec un champion qui est complètement délusionnel et puis qui pense qu'on le soutient et que en fait plus ça avance, plus personne peut la piffrer, ou est-ce qu'ils peuvent vraiment pouvoir la sauver avec des arguments pareils qui sont catastrophiques, je trouve. Et la pauvre Liv, franchement, elle n'a pas été aidée par WWE là-dessus. Elle est déjà pas de base un personnage facile, je pense, à avoir du soutien parce qu'elle est trop faible, clairement trop faible dans le ring. Et là, en plus, avec un tel booking et un tel segment micro écrit, je pense qu'ils font pire que mieux en fait et qu'ils l'enfoncent là, Liv. Et là, voilà, elle est championne depuis trois semaines, peut-être un mois, et elle a déjà perdu le public, quoi. C'est terrible pour elle. Enfin bref, voilà. Et là-dessus, bah, on a sa future adversaire qui vient à l'issue d'un gauntlet affreux, où il n'y a pas eu un match bon dans le lot. Comme tu as dit, que des matchs courts. Et puis, bah, c'est Shayna Baszler. Je pense que par défaut, c'était peut-être le meilleur choix, parce que c'était la seule qui avait un tant soit peu comment dire, de passer fort. Mais même, enfin, ça remonte à loin maintenant. Donc, c'est compliqué, ça fait une espèce de sous Ronda Rousey, donc quelqu'un d'autre qui va essayer de faire abandonner Liv Morgan. Bah ouais, c'est un choix par défaut, j'ai l'impression. Et en plus, celui-là, on va l'avoir à Clash at the Castle. Liv Morgan versus Shayna Baszler, mesdames et messieurs. Attention les yeux. Franchement, moi, je ne sais pas quoi dire de plus. Ouais. Il va falloir se le farcir, hein, ce match-là. Géliel, qu'est-ce que toi, tu es un grand défenseur de Liv Morgan, tu vois. Ouais, je suis un grand défenseur lucide de Liv Morgan, quand même. Mince. Pas mal. Non, en fait, moi, j'ai toujours eu le même avis sur Liv Morgan, c'est-à-dire que elle part d'encore plus loin que ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut pas l'oublier quand même. Ouais. Et moi, c'est plutôt la progression qu'on a quand même pu observer sur certains trucs. Je l'ai déjà dit. Effectivement, elle manque de puissance. Effectivement, il y a des choses qui vont pas et le plafond de verre, il est encore plus bas que d'autres. N'empêche qu'elle a tenté des trucs. Alors, elle a peut-être dû certaines fois les tenter plus longtemps à l'entraînement. Bon, mais bref. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est plutôt l'effort, et puis la progression que j'apprécie. Maintenant, plusieurs choses sur le gauntlet match en tant que tel, c'est une stipulation que j'apprécie généralement parce que ça permet de construire des trucs sur la durée du match et puis il y a globalement toujours des histoires dans l'histoire qui se racontent ou qui se mettent en place. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Évidemment, Raquel Rodriguez est montrée ultra forte puisqu'elle elle en bat 4 avant de se faire éliminer. Bah voilà, pourquoi pas, mais pourquoi pas aller non plus complètement au bout du truc. Mais après, il y a d'autres choses qui peuvent s'imaginer. Shayna Baszler qui arrive. Alors moi je suis toujours nostalgique de son premier run qu'elle avait fait à pas Elimination Chamber, c'était un quoi comme où elle avait démonté tout le monde dans Je crois que les. c'était Sedan Chamber, elle avait fait Ouais, les c'est ça. 6, elle a tué Ouais, les voilà. 5 dans sa chambre. Voilà, c'est ça. Et donc où il y avait eu un push incroyable et puis mérité et puis il y avait un vrai personnage badass qui était associé. Ouais, Donc la prolongation de son personnage NXT en fait, hein, où elle était championne hyper dominante et c'est ça. où elle a fait taper plus d'une personne. Hein.
Sauf que ça n'a pas duré et donc du coup je suis vu qu'on l'a plus jamais revu dans des trucs intéressants derrière, je sais, enfin elle mérite pas globalement là tout de suite maintenant vu elle sort de pas grand chose d'aller chercher ce titre-là, mais en même temps Qui je d'autre? sais pas du coup de quoi? Qui d'autre on aurait mis? C'est Bah difficile, Raquel hein. Rodriguez, mais ça faisait un peu rapide quoi. Ouais. Mais Ouais, ça pou- Babyface contre Babyface, ça va pas. À moins de vraiment tourner heel, Ouais, tu Liv passes il Morgan. live. ouais Mais ça comme tu pouvait, dis, ça fait un peu tôt pour un peu rapide déjà pour la faire un ceinture heel quoi. turn pour Liv Morgan. Et puis ça fait Ouais et 2 filles puis qui sont pas encore au top niveau face à face là. Enfin, Mm. Ouais, bah clairement. c'est encore plus dangereux quoi. Il n'y a pas de ring donc, général donc, dans ce cas-là. donc, du coup sur le gauntlet match, moi je suis assez j'aime la stipulation, mais je l'ai pas trouvé pas très bien réalisé. Ça manquait quand même, Ouais, que clairement. ce soit Shotzi ou que ce soit Alia, c'est quand même de la low card quoi. Puis ça a botché Mm. dans tous les sens. Et puis au final, le résultat, il aurait pu être satisfaisant, mais si Shayna Baszler en avait gagné 3-4 de match, histoire de la remettre un peu plus forte que juste la Mm. dernière où elle bat effectivement la plus forte, mais qui est quand même faite par les 5 combats précédents, quoi. Donc, je sais pas. Et puis alors, ce que ça va donner du coup avec Shayna Baszler contre Liv Morgan, je sais même pas si j'ai vraiment envie de le voir le truc. Je sais même pas si ça me tease pas beaucoup, quoi. Vraiment. Ouais, ouais. Ils auraient peut-être dû partir sur une triple frite ou un truc comme ça, tant qu'à faire. Parce que là, c'est difficile de se hyper pour un Baszler Morgan. Mais ça, c'est une bonne idée, hein, que dans les semaines qui arrivent, là, ils nous construisent un truc où il y en a une qui se rajoute, quoi. Ouais. Là, ça Mm. pourrait être sympa. Ouais, voilà, histoire d'avoir un peu plus de trucs un peu plus affriolants, hein, quoi, que juste Shayna Baszler contre Liv Morgan. Ça vend pas du rêve, surtout que comme vous l'avez expliqué, elle revient de très très loin, là, Shayna Baszler. Voilà, elle a fait le gros de sa carrière dans le main roster, elle était en équipe avec Nia Jax. Il n'y avait pas de quoi s'emballer. Voilà, ils ont complètement loupé son booking depuis qu'elle est arrivée dans le main roster, hormis effectivement le coup d'éclat de l'Elimination Chamber où finalement elle se casse les dents sur Becky Lynch. Ouais, mais qui commence à dater en plus, quoi. Qui commence à dater, puisque là ça remonte à 3-4 ans maintenant. Après, est-ce que c'est pas Triple H qui veut relancer un projet qu'il avait Je réussi à pense. NXT? Ouais, à mon avis, il va redonner sa chance à tous ceux qui viennent d'NXT, hein, Ouais. tout doucement, et puis on verra bien. Là où ça accroche, là ça accroche pas, quoi. Mais est-ce qu'il y en a qui peuvent revenir du booking qu'ils ont enduré dans le main roster? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que le Bah, booking de NXT fonctionne dans le main roster? ça, c'est la plus grande question surtout. Ouais. Je pense que tout C'est le monde peut surtout ça. revenir, mais est-ce que Voilà. forcément ils avaient les bonnes recettes à l'époque pour du main roster? Ça, c'est une grande question. Hein. Ouais. Ça va être la big question qui va déjà impacter Ricochet parce que c'est bien beau d'avoir une victoire contre Baron Corbin, mais tant qu'il n'a pas de personnalité, ben ça va être délicat pour lui. Voilà, Baszler, si on la construit pas comme quelqu'un d'hyper dangereux, c'est pas son catch qui va nous éblouir, quoi. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est l'avoir torturé des gens, les faire taper. Voilà, le reste. Enfin, je trouve même que en termes de catch, elle a régressé, quoi. Ouais, carrément, ouais. Je trouve que, enfin, elle est quand même un peu moins en forme que ce qu'elle a pu être quand elle est arrivée. Du Mm. coup, ça se sent sur sa rapidité, la manière dont elle porte les coups. C'est devenu vachement stéréotypé. Mm. Je suis très très circonspect par rapport à ce push-là, si push il doit y avoir, quoi. Ouais. Ça va être la même histoire qu'avec Nakamura aussi et Gunther, c'est de voir si on la laisse catcher et faire son catch, quoi, plutôt que d'essayer d'en faire une catcheuse standard. Bon, puis après, Liv Morgan, effectivement, qui est en galère face au public. Alors, moi, j'ai trouvé que le résultat de SummerSlam, le final du match, c'était plutôt intelligent, mais c'est un classique. Mais effectivement, derrière, sortir une phrase du style j'ai tapé parce que je croyais qu'il y avait eu le compte de 3. Difficile d'adhérer quand même, hein. Donc Ah, c'est mauvais, c'est effectivement, mauvais. c'est mauvais. Donc on verra bien la suite pour Liv Morgan, mais il va falloir qu'elle se remette de ça. Après, je pense que quand même le plafond de verre il est toujours là pour Liv Morgan. Alors elle est championne, je pense que ça ira pas beaucoup plus loin que ça malheureusement pour elle. C'est déjà un très bel accomplissement. Je veux dire, il n'y a pas plus bel accomplissement que ça dans sa carrière, donc elle a rien à Plus une regretter. défense de titre. Voilà. Ouais, voilà. Maintenant, voilà, si elle arrivait à nous faire mentir en faisant un super match contre Shayna Baszler, ce Ah serait oui, tout oui, à je son serais, je hauteur. serais le premier heureux si jamais elle arrive à me faire mentir, mais là, On a peu ça sent. d'espoir. Ouais, je pense qu'on est déjà sur la pente descendante pour elle, Ouais, malheureusement.
Ouais. Donc ça, à voir ce que le futur réserve à Liv Morgan. Dans l'immédiat, on espère que son règne ne durera pas trop longtemps. Mais allez, on peut nous surprendre encore. Donc on garde espoir. On garde espoir comme Sami Zayn, toujours dans les vestiaires, à vouloir rencontrer Roman Reigns. Donc là, il a fait toutes les missions qu'on lui a données. Hein, donc il veut rentrer, mais les Usos lui disent non, pour l'instant tu peux pas. Alors Zen, il finit par s'énerver, hein, il est trop frustré, il commence à gueuler comme ça. Dites donc, vous savez qui je suis, tout ça. Et là, c'est Jimmy Uso, hein, qui finit par s'énerver et lui dit non, tu fermes ta gueule. C'est Jay. C'est Jay, pardon, oui, qui l'engueule carrément. Hein, il lui dit soit tu dégages, soit t'enlèves ton t-shirt et fais gaffe à ta gueule parce que ça va mal se passer, quoi. Donc là, Sami Zayn, il se calme et c'est fini pour sa tentative de venir voir Roman Reigns. Une humiliation de plus pour Sami Zayn. Ouais, vas-y, papy. J'allais dire, finalement, j'ai trouvé que ce truc était assez léger finalement, parce que ça nous a fait un espèce de mini fil rouge fil bleu plutôt, pendant tout l'épisode, mais au final, t'avances pas beaucoup plus que ce que t'étais jusque-là. T'as une petite humiliation de Sami Zayn. Je pense que ça peut être sympa si c'est le début de quelque chose. Par contre, si c'était juste comme ça pour nous occuper, c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que ça nous aura occupé de toutes les missions, mais au final, ils ont pas énormément avancé entre le point A et le point B, quoi. Ouais, la finalité est pas pour cette semaine, j'ai l'impression. Mais ça pose encore des bases pour la suite. Qu'est-ce qui va arriver entre Sami Zayn et la Bloodline? C'est quand même un peu à sens unique en ce moment. Ouais, ouais, oui. Oui, oui, c'est un loser, Sami Zayn, hein, dans cette histoire il se fait bien humilier. Ouais, je sais pas. Mais bon, je trouvais que c'était bien foutu, moi, quand même, les petits segments là. En particulier Jey Uso, hein, qui tirait la gueule du long au début en envoyant des regards de tueur là à Sami Zayn. J'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, on a les Viking Raiders qui affrontent deux jobbers. Tiens, depuis le temps qu'on n'avait pas vu des jobbers, en voilà des vrais. Tommy Gibson et Jim Mulkey, qui se font défaire, démonter, tout ce que vous voulez. Ouais. Défoncer, hein, en 1 minute 31. Alors c'est des vrais jobbers de chez Jobber, hein, c'est pas comme à l'Elite Wrestling où les jobbers sont plus musclés que les catcheurs. Là, c'est des bons jobbers du quartier. Ils se font donc démonter par les Viking Raiders. Et après le match, qui c'est qui débarque? Kofi Kingston avec un kendo stick. Il commence à frapper sur les Viking Raiders, là, leur taper dessus, tac, tac, boum, bam. Il y a des Kofi chants comme à la belle époque, c'est la Kofi Mania. Et après, on a un match entre Kofi Kingston et Eric. Et Kofi Kingston va réussir à vaincre Eric en 3 minutes 45. C'est un match qui sera bien disputé, hein, quand même. Il y aura des gros coups de Eric là, notamment une full Nelson qui est transformée en coup de genou dans la face. Et il y aura un petit peu tout le déroulé de Kofi Kingston, hein, le fall dive, etc. Et il y aura un petit roll-up de Kofi Kingston sur ce bon vieux Eric pour la victoire. Hein. Une victoire de justesse quand même de Kofi Kingston face au puissant Eric. Mais une victoire quand même. Est-ce qu'on finit par être pris dans cette rivalité entre les Viking Raiders et les New Day qui est complètement décimé, hein, puisqu'il reste plus que Kofi Kingston cette semaine. Génial, qu'est-ce que tu en penses? Il m'en manque pour m'entertainer sur ce sujet. Parce que déjà, il me manque un truc parce que déjà je suis pas. Je sais que certains le sont parmi la team catch-up, mais j'arrive pas à être emballé déjà par les Viking Raiders, qui font des choses parfois vraiment étonnantes et très sympas, hein, mais je sais pas, il y a un côté vieux catch des années 90 avec les cordes et tout ça qui qui rend un peu nostalgique, mais pas plus. Voilà. Et du coup, j'arrive pas à être emballé, je vois pas la performance, mais ça vient de moi, hein, parce qu'ils sont assez appréciés, donc ça doit venir de moi. Mmh. Et du coup, avec juste Kofi qui est là pour représenter le New Day là, je trouve que ça m'a pas embarqué ce coup-ci. On va voir ce que ça donne, mais effectivement, victoire un peu volée, enfin
remporté de justesse par Kofi, donc ça veut dire qu'il va y avoir une suite. Mais voilà, je suis pas particulièrement emballé par cette feud entre les New Day ou alors juste Kofi Kingston et puis les Viking Raiders. Ouais, on aura notre match revanche, je pense, entre le New Day et les Viking Raiders. Je te rejoins un peu, hein, moi les Viking Raiders, je pense qu'ils sont un peu surcotés. Je pense qu'on en a un peu fait le tour de l'équipe. Je sais pas ce qu'ils peuvent apporter de plus. Ils ont déjà été champions. Leur gimmick, ben là, on a testé en face pendant un moment. Maintenant, on est en heel. Après, une fois qu'on aura fait ces deux trucs-là, il y aura plus grand-chose à en tirer. Je sais pas. Est-ce qu'ils vont battre le New Day, mais après quoi, ils vont devoir aller affronter les Usos. Ça tient pas trop la route. Je ne sais pas. Ah non, non. Est-ce que Papy est plus convaincu? Bah, ni par l'un ni par l'autre en fait. Les Viking Raiders, je pense, c'est pas tant qu'en fait leur personnage ou leur style ou quoi que ce soit me gêne. C'est juste que bah, comme vous l'avez dit, on les a déjà vus par le passé. Et en plus, là, il y a même plus vraiment de ceinture champion du monde puisque bah Eh ouais. les Usos ils les défendent pas à SmackDown, ils les défendent juste contre les Street Profits une fois de temps en temps. Donc il y a même plus vraiment de breloques à gagner quoi. Donc ça aurait été intéressant dans une division tag team qui est vivante avec des matchs, des tournois, des machins, des trucs, des challengers, d'avoir les Viking Raiders. Je pense qu'ils pourraient toujours tirer leur épingle du jeu, mais là dans une division tag team qui n'existe plus, bah du coup bah eux ils perdent encore plus d'intérêt quoi. Et quant à le New Day, bah Kofi en solo là. Alors, à noter comme que Kofi a une des meilleures pop de la soirée, donc il reste Ouais, comme ouais, quelqu'un quand même, hein. d'ultra soutenu, ça c'est comme quelque chose à noter. Hein. Par contre, l'histoire du membre du New Day tout seul, bah, c'est comme ce qu'on a eu depuis le début d'année, hein, avec c'était contre Sheamus et ses copains à l'époque. Les New Day en infériorité numérique, ça rebelote maintenant, donc on attend qu'un des membres du New Day vienne compléter pour aider Kofi à se défendre. Moi, je sais pas pourquoi je pense que c'est Biggie, ça sera peut-être pas Biggie, mais on verra, mais j'imagine bien Biggie. Mais bon, c'est pas du tout une histoire intéressante puisqu'elle est vue et revue et revue quoi. Ouais. Ah, il faut dire que le New Day aussi, ça a fait son temps peut-être, hein. Je veux dire, Peut-être aussi. on les aime bien, mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Moi, j'ai déjà dit, je le redis, moi je veux voir Xavier Woods en solo. Après, c'est délicat parce que je pense qu'aucun des trois n'a envie de briser le trio puisque ça leur apporte trop de pognon, je pense, au niveau du merchandising. Donc, j'ai peur qu'on soit bloqué à ce niveau, au niveau du New Day. Mais je trouve qu'on pourrait exploiter encore plus de potentiel en les faisant partir chacun en solo. Enfin, du moins une fois que Biggie sera revenu de blessure. Ouais. Et je sais pas où est Xavier Woods, je suppose qu'il est blessé aussi, peut-être. Je ne sais pas. C'est dommage parce que là, il y avait quand même des opportunités à saisir. La blessure de Biggie, le King, Ouais, King Xavier. King King Woo, ça Xavier, c'est un gros loupé, c'est dommage. Hein. parce Ouais, que franchement. franchement, c'était là quoi. Ouais, ça fonctionnait en plus, hein. En Je plus, vois pas ça pourquoi marchait hyper bien, hein, ils ont franchement. fait marche arrière. Ça restera un des gros regrets. Donc ouais, je sais pas. Alors je sais pas. Le New Day, est-ce qu'ils vont finir par démanteler l'équipe ou pas? Moi, j'ai peur que, comme je disais, hein, qu'ils persévèrent simplement à cause du merchandising, quoi. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais ce qui est bien dommage aussi, c'est le retour des ceintures tag team pour les femmes. Oh. On nous annonce un tournoi. Et oui, vous aimez le catch, vous aimez les femmes, vous aimez les équipes, vous aimerez les femmes en équipe dans un tournoi qui commencera lundi. Les fans ont popé d'après le Wrestling Observer. Ah. Le Wrestling Observer ment. Non, les fans n'ont pas du tout popé, personne n'en a rien à foutre de ces deux ceintures à la con. Mais bon, on va se coltiner ça à Monday Night Raw et dans les semaines qui viennent. Ouais, je sais. Est-ce qu'on donne déjà nos favorites ou pas? On s'en fout. Ouf, non. Non. Bah, les filles seront annoncées à Raw, donc on va attendre Ouais, on va laisser les gens qui parleront de Raw parler de Voilà, ça. démerdez-vous avec ça. Voilà, les ceintures tactiles. La perche est tendue quand même. Voilà. Sachez que les ceintures ne sont pas mortes. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Roman Reigns débarque au ring avec les Usos. C'est l'heure de votre main event, les enfants. Alors, Roman Reigns, il vient parler de
de Drew McIntyre, hein, tout simplement. Hein. Il dit bon, bah, Drew McIntyre, t'es nul, je vais te battre. Là-dessus, il y a ben, évidemment Drew McIntyre qui débarque. Et il dit bah, t'es nul, Roman Reigns, c'est moi qui vais te battre. Toi d'abord. Voilà, T'es nul Voilà, d'abord. pas beau. C'est pas beau du tout. Alors on dit tout ça est bien mal embarqué quand soudain une musique retentit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est la musique de Karrion Kross. Karrion Kross qui débarque, qui attaque Drew McIntyre. Karrion Kross avec des cheveux. Il envoie Drew McIntyre dans les escaliers de fer. Il nous met un gros coup de coude derrière la nuque. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Scarlett qui est là aussi et qui vient déposer un sablier sur le ring face à Roman Reigns. Karrion Kross toise Roman Reigns et il tapote sur sa montre. Hein, il lui dit le temps passe pour toi. Tic-toc, tic-toc. La surprise de la soirée, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Karrion Kross est de retour, l'ancien champion de NXT. Est-ce que tu étais sur le cul, mon bon papy? Sur le cul, non. Surpris. Poliment surpris, on va dire. Poliment Un peu surpris. comme le public, alors poliment surpris. Et encore que moi, contrairement au public, j'ai reconnu la musique. Parce que quand la musique s'est déclenchée, je dis ah tiens, Karrion Kross. Ouais. Que le public, quand la musique s'est déclenchée, s'est dit ah tiens, de la musique qui se déclenche. King. Aucune idée de qui c'était. Scarlett, aucune idée de qui c'était. Karrion Kross avec son cheveu, on s'en fout, personne ne sait qui c'est. Le sanglier pareil, TikTok, on s'en fout, personne ne sait qui c'est. Personne ne connaît donc cette facette de Karrion Kross qui était en fait son personnage de NXT. Ouais. Le TikTok, le sablier, Scarlett, tout le bordel. C'était d'ailleurs sa musique de NXT et son petit entron de NXT. Mais bah, j'étais un des seuls à regarder manifestement, puisque personne n'a absolument popé pour ce truc-là. Bon, autant pour ça. Bah ouais, ça fait pas. Voilà, c'est des gars que après Dakota Kai, Triple H reprendre ses anciens sur qui il avait misé, qui avait été pour le coup, j'avoue, saccagé par Vince quand il était monté dans le main roster avec sa tenue de gladiateur là, SM. C'était assez violent, je l'avoue pour le coup. Ouais. Alors, moi, je trouve qu'il avait déjà commencé à baisser de niveau à la fin d'NXT, Karrion Kross, mais là, en plus, on l'avait complètement cramé dans le main roster. Donc, il va retenter le coup dans le main roster. Bah, j'espère pour lui qu'il va avoir un nouveau feu sacré, Karrion Kross, parce qu'en plus, dans le main roster, et ça sera plus du tout le plus grand, parce que NXT est entouré de nains, là, il va se retrouver avec des mecs qui font 2 mètres de haut, ça va lui changer un peu. Bah, je lui souhaite tout le bonheur du monde à ce Kyrion. Moi qui me plaignais d'avoir que des nains à Raw, au moins j'ai un gars qui est un poil plus balèze à SmackDown. Néanmoins, bah voilà, je lui souhaite aussi bon courage, hein, parce que c'est pas forcément gagné d'avance. Ouais, gros coup de poker là de Triple H qui annonçait que les fans auraient ce qu'ils voulaient à partir de maintenant. Je suis pas sûr que Karrion Kross ça faisait partie de ce que les fans voulaient. Hein. Géliel, peut-être toi tu attendais avec impatience le retour de Karrion Kross? Ah bah carrément, surtout que dès que j'ai entendu, dès qu'il y a eu du bruit, là, je me suis dit ah bah tiens, il y a une nouvelle musique qui se lance. Et non, en fait, j'avais pas du tout accroché au personnage de Karrion Kross en version main roster, et j'avais pas du tout vu la version avec Scarlett qui, par contre, semblait remporter quand même quelques suffrages. Ouais, donc du coup, quand j'ai vu effectivement que c'était Karrion Kross et que j'ai vu qu'il y avait aussi Scarlett, ça m'a effectivement renvoyé aux remarques de plusieurs d'entre vous, me dire bah ah, tiens, pas mal. Et puis bon, il m'arrave ce bon Drew McIntyre pour pas un radis. J'ai trouvé l'intervention vachement sympa avec le compte à rebours là, en face de la Bloodline. Donc bah pourquoi pas s'ils le remettent en selle, alors je sais pas comment ils le positionnent, hein, parce que il y a quand même Clash of the Castle, c'est quand même écrit, il y a des choses qui sont un petit peu écrites là. Je sais pas comment ça va se passer pour la suite. N'empêche que si globalement ils le ramènent dans le main roster avec la gimmick qui marchait bien, pourquoi pas, pourquoi pas. L'entrée, j'ai trouvé que l'entrée était sympa quoi. Ça a fait son effet. Il est allé directement attaquer la tête de la table. Moi, très content de ce truc-là, même si, comme je disais, hein, j'ai pas l'historique sur le bonhomme côté NXT, et j'ai un a priori très négatif sur l'ancien perso, version main roster, quoi. Mais en tout cas, je trouvais que c'était vraiment sympa ce face à face, et puis le fait qu'il ait retrouvé sa gimmick.
il y a une partie du pari qui réussit alors du côté de Triple H, parce que s'il arrive à t'intéresser à un Karrion Kross que tu as connu uniquement par le main roster, c'est déjà un joli tour de force. Ouais, mais parce qu'il revient avec ce qui avait plus ou moins marché quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Et on peut dire qu'à NXT, c'était calibré aux petits oignons, hein, le personnage de Karrion Kross qui montait très vite très haut, avec une entrée phénoménale. Scarlett, ça rajoute du piment. Le mec a le physique qu'il faut. Maintenant, il n'a pas convaincu grand monde par son in-ring, mais ça, c'est pas bien grave. Ça se travaille, surtout dans le même roster, les règles sont pas les mêmes qu'à NXT. À NXT, il y avait eu un faux départ parce qu'il avait gagné le titre suprême et il s'était blessé, je crois, assez rapidement. Et après, il avait eu un deuxième règne qui était assez rapide puisqu'il a été après monté dans le main roster où là, il s'est fait bisuter. Hein, je peux pas qu'on puisse dire autre chose. Et ben voilà, Triple H revient en manette et c'est son projet, hein, visiblement, Karrion Kross. Il le maîtrisait parfaitement à NXT, donc j'espère que il le maîtrisera de la même manière ici. Et et puis on a un sacré pari parce que là il entre directement dans le main event, quoi, Karrion Kross. Il y a pas Est-ce qu'il entre directement dans le main event ou est-ce que c'est une bonne question aussi, hein, est-ce qu'il va directement entrer dans le main event ou est-ce qu'il fait juste profite du main event pour faire une entrée dans la lumière? Parce que dans le main event, c'est compliqué, hein, parce que maintenant il arrive dans une feud là quand même, hein. Au milieu d'une feud, il faut qu'il s'impose. C'est le coup d'éclat à faire pour s'imposer directement au sommet. Hein. Vu que le projet de toute façon c'est de l'envoyer au sommet, hein, Karrion Kross, ça se faisait dans le temps, hein, des gens comme ça qui débarquent et qui affrontent directement le champion. Bon, généralement le champion était plutôt le top babyface, hein, plutôt un John Cena ou un Hogan. Là, c'est un peu, effectivement, c'est un gros coup de poker quand même de le faire débarquer au milieu d'une rivalité entre Roman et McIntyre. Parce qu'en plus, c'est pas le genre de personnage qui peut trop accepter la défaite, quoi. Donc, en plus, si tu mets directement dans une feud pour la ceinture, ça veut dire que tu as deux options. Soit il gagne la ceinture, soit tu tues directement son personnage. Donc, c'est. Mais je pense pas qu'il ait envie de tuer le personnage. Hein, donc c'est pour ça, moi, je pense que ça serait intéressant pour lui qu'il ressorte qui ressortent vite de la ceinture, quoi. Enfin, ou alors avant que tu donnes la ceinture, alors, tuer le Roman Reigns, le run interminable de Roman Reigns sur un pari comme Karrion Kross qui reste quand même sur un planté, ça serait un méga pari là. En plus, sur SmackDown, le show numéro 1 au monde, là, s'il se plante, c'est même sa carrière à lui, Triple H, qui est en jeu sur cette affaire. Hein. Pour moi, c'est son premier gros coup de poker direct. Hein. Je veux dire, je m'attendais pas à voir Karrion Kross débarquer comme ça. Direct et taunter Roman Reigns direct, quoi. Ouais, surtout, ouais. Et puis le pauvre McIntyre, quoi, dans l'histoire. C'est son moment et là, il se fait déjà un peu pousser sur le côté par un mec qui était même pas sous contrat il y a une semaine. Chaud les marrons chauds, hein. Où est-ce qu'on va avec cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je sais pas, moi je table sur le fait que Triple H il a un projet sur le long terme et qu'il sait ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on en pense, hein? On va le donner dans les top flops, ça. Je ne dis rien pour le moment. Je ne dis rien. Voilà, du coup, en tout cas, mission accomplie. Je pense qu'on est hypé pour la suite. On a envie d'en savoir plus. Et on verra bien ce qui se passe. En tout cas, moi, je trouve ça étonnant que Triple H, il arrive à signer des catcheurs comme ça aussi rapidement. Je pensais qu'il y avait un problème au niveau des finances, etc., qu'on pouvait pas payer qui on voulait. Visiblement, Nick Khan. Il n'a pas coûté trop cher non plus. Je pense qu'il n'a pas coûté très cher non plus. Effectivement, ça doit être plus cher, plus difficile de récupérer un mec comme Strowman ou Bray Wyatt. Voilà. Tout à fait. Là, on a pris vraiment les gens qui. Bon, il y aura d'autres arrivées à Monday Night Raw, on vous en parlera, mais effectivement, c'est pas des mecs qui devaient coûter trop cher et qui ont dû beaucoup rechigner au téléphone. C'est des mecs qui n'ont pas été pris par l'AEW, qui du coup étaient plus des salaires un peu, on va dire, les salaires impact, quoi. Donc c'est comme le niveau largement en dessous, hein. Ouais, parce que je sais plus, je crois qu'il a été à la Major League Wrestling, mais rapidos, après son passage à
à Raw. Karrion Cross. Ici, il était dans le projet avec Braun Strowman et Ici Free. Ici Free, hein, le truc de cinématique wrestling là. Mais ça n'a pas donné grand chose. Et donc du coup, visiblement, il n'a pas hésité longtemps à re-signer chez Tonton Hunter. J'ai eu un petit souci technique, je suis revenu. Ah. T'as peut-être tout le mal qu'on a dit Ouais, de toi. De qui c'est pas... J'écouterai la review comme d'habitude, je verrai bien. Oui, voilà. Et tu as une hygiène irréprochable. De toute façon, on a fait le tour de la question. C'est l'heure du mot de la fin. Et qu'est-ce qu'on fait dans le mot de la fin? C'est un top, un flop et une note. C'est ça, non? Ça me semble honorable. Ah, ça me semble historique. Allez, qui c'est qui se lance? Allez, je viens de revenir, j'y vais. Allez, Vas-y, chaud. Alors, mon flop, je vais commencer par le flop. Je vais le donner au Gauntlet match. Pas pour les... Un peu si, parce que c'était bien botché, c'était un peu décevant. Je suis pas persuadé que la victoire de Shayna Baszler nous amène à grand chose. Enfin voilà, c'est ce truc-là qui avait une stipulation pardon que j'aime beaucoup. Ouais. Finalement, il était pas terrible et il accouche d'un truc où je suis pas persuadé que je vais aimer ce que je vais voir. Voilà, donc voilà, pour moi c'est mon flop. Mon top, je vais le donner, paradoxalement, même si on vient de discuter de, on sait pas trop, etc., avec Karrion Cross, je vais quand même le donner à Triple H parce que il n'y a pas un truc nouveau. Alors ça va pas durer non plus, voilà, mais en tout cas, il arrive à nous surprendre quasiment à chaque show. Alors peut-être qu'il y est pas pour tout, etc., mais en tout cas, il y a une espèce de hype sur les weekly qui se fait parce que il y a quasiment à chaque fois un nouveau truc ou un truc auquel on s'attend pas. Et ça, c'était quelque chose que j'avais noté depuis. Je m'étais fait la remarque il y a déjà sur une review il y a quelques temps sur le fait que c'était quand même devenu vachement convenu au niveau des surprises, quoi, et qu'on avait besoin aussi de retrouver ce truc où on s'y attendait pas. On fait oh merde, on aime ou on n'aime pas, mais ce truc où on fait ah putain, on s'y attendait pas du tout. Et ben ça manque aussi. Il y en a aussi besoin, indépendamment de la qualité d'in-ring, indépendamment de la qualité des histoires, etc. Il y a aussi ce petit piment, ce petit truc de la surprise. Et je trouve que là, alors il nous en a donné dans le SummerSlam, il n'y a pas à tortiller, mais ça continue. Et pour le moment, j'apprécie et donc c'est mon top sur ce SmackDown. Et puis ma note, du coup. Le contenu était pas si riche qu'on a pu le voir ces derniers temps, donc je vais pas aller très très haut, mais je vais quand même donner un 3,25, voilà, 3,5 un peu trop, 3 peut-être un peu juste, 3,25 parce que finalement j'ai passé quand même un bon moment. Et puis j'ai été quand même hypé sur certains trucs et même si je sais pas où est-ce qu'ils vont aller avec le retour de Karrion Cross, voilà, je m'interroge et ça me plaît. Et ouais, des surprises. Je pense qu'on va avoir quelques semaines de surprises. Le temps de la passation de pouvoir entre Triple H et Vince McMahon. Papy, qu'est-ce qui est ton mot de la fin? Des surprises. Alors après, les surprises, petit bémol avant d'attaquer mon mot de la fin, j'espère juste que ça sera pas tout le temps des anciens gars d'NXT qui viennent ou qui reviennent, quoi, parce que voilà, il faut se calmer un petit peu. Triple H, n'oublie pas que tu as un main roster qui est comme meilleur que les gars que tu ramènes. Donc voilà, ne pas oublier ça, hein. Les gars NXT, déjà c'était NXT, en plus la plupart ont connu la mort d'NXT et y ont participé. Juste un petit rappel. Ils sont peut-être la cause même. Hein. Ils sont, voilà, je n'en dis pas plus. Du coup, le flop, je vais pas le donner à NXT, hein, je vais le donner. Alors, je vais rester un peu dans la même veine que Géliel en tapant un peu dans la division féminine. Moi, ce qui m'a plus choqué, c'était le micro que le catch. Mais je vais donner mon flop à Michael Cole et Pat McAfee pour leur désastreuse défense de Liv Morgan. Voilà, c'est déjà la Liv Morgan, elle galère et je trouve qu'elle est vraiment pas aidée par ce genre de défense à la con. Donc, c'est eux qui prennent le flop pour elle. Le top, je le donnais à l'opener. Moi, j'ai trouvé l'opener frais là avec le McAfee, Corbin et Ricochet qui vient s'y rattacher. C'était dynamique, c'était frais, ça mange pas de pain, ça n'a probablement pas de suite, je pense, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une bonne utilisation des catcheurs du roster de SmackDown. Et ma note, du coup, c'est dans la continuité de ça. En fait, j'ai trouvé que contrairement à Raw,
où il y avait tout un pan du roster qui avait été oublié. Là, il y a quand même pas mal d'utilisation en dépit de certains mecs que push Triple H, il y a aussi des gars qui étaient déjà là avant qui continuent à avoir des histoires et tout. Donc le roster a été plutôt bien utilisé. À noter comme qu'il y a quelques petites disparitions, hein, un peu comme sur Raw. Là, on va noter qu'il n'y a pas Madcap Moss qui était là, encore Ouais. un gros balèze, ni Sheamus, ni Ridge Holland, ni tout ça. Donc c'est toujours un petit peu pareil. Alors après, SmackDown, c'est particulier parce qu'il y a quand même des gars qui disparaissent d'une semaine sur l'autre vu qu'il y a que 2 heures. Mais quand même à suivre, voir ce qui va lui arriver dans le futur. Mais néanmoins, c'était plaisant par rapport à Raw, mais ça manquait un petit peu de. J'ai trouvé que les histoires avançaient pas trop, quoi. Il y avait de la surprise, un peu de surprise, un petit peu de démarrage de trucs, mais c'était pas non plus la folie complète. Donc je donnais simplement 3 un 3 d'encouragement en disant c'était mieux que Raw, mais j'attends, c'est pas encore ça qui va me faire regarder la semaine prochaine avec attention. Donc faut qu'il continue à y aller et à essayer de développer un peu plus ces nouvelles histoires qu'il lance. Ouais, moi j'avoue que j'étais pas focalisé. H24 pendant l'émission, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait lâcher un petit peu le suivi des événements. Dites donc, vous allez m'enlever d'un doute, il n'y avait pas les maximum men modèles cette semaine. Non, ils étaient pas là. Et Non, ben non. voilà, et ben ça, Non ce plus. sera mon flop. L'absence des maximum male models, c'est pas possible de pas avoir sa petite dose de maximum male model chaque semaine. Le top, je vais le donner à Jey Uso, que j'ai trouvé impeccable dans ses petits segments. Main Event Jey Uso. Main Event Jey Uso, j'adore les Uso en ce moment. Moi. Je trouve ils sont au top au niveau de leur personnage. À chaque fois qu'ils font des matchs, c'est de la bombe. C'est quasiment les seconds derrière Roman Reigns au top de la fédération, hein, j'ai l'impression. Et la note, je vais mettre un 2,75. Il y a quand même un gros trou avec le gauntlet match quand même. Hein. La division elle est féminine, elle est vraiment pas terrible. Bon, c'est sauvé, tout ça est sauvé par le main event, la surprise du chef. Il y a quand même bon le truc avec les Viking Raiders, c'est pas non plus des plus enthousiasmants, même si au moins on est débarrassé pour l'instant de Virman et non pas de Virman, de Jindermal. Jinderman et Shanky. Donc ça c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Voilà, je trouve voilà, Triple H a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Mais il va falloir secouer un petit peu SmackDown pour que ça devienne peut-être un peu plus percutant sur toute la longueur du show sans avoir des gros coups de mou. Mais ça va être chaud avec la division féminine qu'on a, ça va être quand même compliqué. Hein. J'espère qu'il va réussir à re-signer Sasha Banks et compagnie. Ah, ça paraît en bonne voie hein, si on lit un Ouais. peu en diagonale, hein, quand même. Ouais. Les nouvelles sont Mais, plutôt bonnes. mais du coup, ça aussi, hein, finalement, ça pèse hein, sur la division parce que, alors, surtout pour Sasha Banks, hein, mais Naomi était aussi quand même dans Ouais, dans dans un bon momentum. Hein. un bon Et momentum. Ouais, Charlotte, donc quoi. voilà. Merde. Elle est où Charlotte, voilà. Charlotte? Ouais, aussi, ouais, aussi, ouais. C'est vrai que là, on a vraiment que les seconds couteaux, en fait, hein, dans cette division féminine. Plus que les seconds couteaux. Hein, le fond de l'arrière du. C'est un champ de Clairement. ruines. Ouais. Ouais, c'est un champ de ruines. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça avance la semaine prochaine. D'ailleurs, je comprends. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu envoyer Bailey et compagnie à SmackDown, ça aurait été peut-être plus. Ouais, non, mais c'est pour ça on se demande s'il n'y a pas d'autres filles qui ont débarqué pour régler le compte Ouais. parce que Liv Morgan c'est vraiment faible quoi pour les renforcer. Hein. Ouais. En Ouais, plus, c'est plus Ronda non plus maintenant, donc il y a plus bon, Ronda, il y a plus rien. qui était Ouais. pas au niveau vraiment, mais bon, c'est pas ça qui va ranger les affaires. Non, Mm. non, il n'y a plus personne. Alors, soit il y en a une qui va exploser, hein, qui va nous révéler tout son charisme latent. Alia? Soit Non, Alia, par exemple, voilà. Ah, moi, je mettrais une pièce sur Shotzi, mais bon, il faut qu'il tente. Shotzi, Hein. ouais, il faut qu'il tente quelque chose. Mais Shotzi, à mon avis, devrait la renvoyer à NXT. Je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose, mais elle est montée trop vite. Hein. Elle est montée trop vite dans le main roster, en fait, pour être clair. Et le reste, j'en vois aucun avenir sur aucune d'elles.
On verra ce que la soupe nous dira la semaine prochaine. Donc voilà, on a fait le tour de SmackDown. On se retrouve bientôt pour Monday Nitro, hein, évidemment. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, c'est @catchupcdc, Facebook, Instagram et évidemment, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait parce que c'est gratos et cliquer sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a quelque chose qui sort, un nouveau contenu et pouvoir en profiter. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Et merci à toi, Ringside, de m'avoir chaudement invité dans ce studio. Oui, on a bravé la chaleur. Merci à toi, Géliel, également. Eh ben, merci Ringside et puis merci Papy aussi pour cette review. Oui, c'est toujours un plaisir de reviewer avec vous deux. Pour vous, les fans, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux de la WWE. À bientôt les amis, ciao, bye bye. Salut à tous. Salut à tous dans la sueur et les slips. Ou dans les slips en sueur plutôt, non? Les deux. Les deux. Est-ce qu'on transpire le catch plus que d'habitude en ce moment? Un peu plus, hein, je dirais, à vue de nez. Ouais, on peut le dire.